Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus assister à cette rencontre donc, autour du corps féminin et de ses métamorphoses, et puis surtout les moyens de les écrire l'un et l'autre. Alors il y a d'une part Hélène Laurin qui a écrit Tambora, qui est paru chez Verdier en août 2025, pardon, et qui a été récompensée par l'édition spéciale du prix Vepler Fondation La Poste. Je crois que c'est très grave si on ne dit pas Fondation La Poste. Et puis Suzanne Duval, qui elle a publié Vachette chez POL en avril 2025. Et ensemble, pendant une petite heure, et puis avec un temps pour vos questions, donc nous allons parler de grossesse, d'ellipse, de fiction panier, d'ovin, de volcan, d'infraordinaire et d'extraordinaire. Alors pour placer un petit peu les deux textes en quelques mots, Tambora, qui est le deuxième livre d'Hélène Laurin, s'ouvre un peu avant la naissance de la deuxième fille de l'autrice ou de la narratrice. Alors on verra ce qu'il faut dire. Et c'est 1 an après la perte d'un autre enfant lors d'une fausse couche. Il s'agit donc de dire la vie et la mort, le chagrin et la joie, l'exaltation de voir grandir des enfants et la terreur de les voir affronter la catastrophe écologique qui vient. Une fin du monde dont une répétition a eu lieu en 1815 avec l'explosion du volcan Tambora qui avait eu des conséquences dramatiques engendrant une année sans été, plongeant une partie de la Terre dans le froid, l'obscurité et la famine. Vachette, qui est le 3e roman de Suzanne Duval, s'ouvre pour sa part quand un collègue extrêmement mufle auquel la narratrice, à nouveau on se posera la question de la narratrice et de l'autrice, la narratrice donc, qui est enseignante chercheuse en littérature comme l'autrice, et donc elle demande à ce mufle des nouvelles de sa femme. Il lui dit qu'elle est en train de devenir une vache parce qu'elle est enceinte de quelques mois. Des années plus tard, quand notre narratrice est à son tour enceinte, après une première grossesse à laquelle elle a mis un terme et dont il a été question dans un précédent texte de Suzanne Duval, Ta grossesse. Et donc, quand elle est enceinte à son tour, elle se métamorphose en vachette qui appréhende le monde avec la placidité du ruminant, embrasse cet état qui la charge d'immensité, elle qui est une intellectuelle ramenée avec curiosité à son statut de mammifère. Et bien, peut-être que pour commencer, est-ce que l'une et l'autre, vous voudriez bien nous parler de la jeunesse de ces livres ? Est-ce que vous vous êtes dit vraiment je vais me coller la tarte à la crème de procréation versus création. Est-ce que ça a pu être une question pour chacune de vous avant de vous y mettre? Non, mais en fait j'avais quand j'ai écrit le précédent livre qui racontait un avortement et qui s'appelait Ta grossesse, quand j'ai écrit le précédent roman qui s'appelait Ta grossesse et qui racontait un avortement, c'était un moment où je lisais, par ailleurs, La nausée de Jean-Paul Sartre. Et donc, c'était une écriture qui s'est faite en même temps que cette lecture-là. Puis, quand j'ai été enceinte et que ma grossesse a eu un terme, j'ai eu un épisode de nausée, cette fois-ci littérale, qui m'a donné envie de faire une sorte d'essai sur les nausées. Puis, en fait, petit à petit, le projet a changé. Mais disons qu'au départ, c'était l'expérience corporelle étrange de la digestion quand le dégoût devient vraiment le rapport fondamental au monde, et où je m'étais dit, eh bien vraiment, la nausée telle qu'on la vit dans la grossesse, c'est pas du tout la nausée existentielle de Jean-Paul Sartre, c'est tout à fait autre chose. Puis bon, petit à petit, voilà, ça a changé, mais disons que je pense qu'une phrase qui a été importante, c'était dans le récit de ces nausées, j'étais devenue une longue et grosse digestion impossible. Et donc voilà, et puis petit à petit, je me suis dit, bah oui, la digestion, et puis comme j'entendais tout le temps des femmes en fait dire d'elles-mêmes je suis une grosse vache, etc. quand elles étaient enceintes, je me suis dit que j'allais prendre la chose au pied de la lettre. Voilà, les vaches ont 9 estomacs, enfin il y a plein de choses là-dessus, et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Mais voilà, peut-être le moment de s'il y a eu une origine à ce texte, c'était les nausées en fait. Voilà. Ah oui. Et pour ma part, je dirais que ce projet il date d'il y a 9-10 ans, puisque le premier texte, je dirais littéraire que j'ai écrit, c'était à la suite de la naissance de ma fille aînée. Texte qui m'a permis d'entrer dans le master de création littéraire, où j'ai développé de l'université de Paris 8, ouais, c'est ça, où j'ai développé un manuscrit autour de la maternité, de la grossesse, des nausées. Suzanne, comme toi, c'était très centré nausées et allaitement cauchemardesque.
plus plein de choses, parce que c'était un premier essai, donc j'avais envie de tout raconter, et c'était pas très réussi. Donc j'ai abandonné ce projet à la fin de mes études pour écrire Partout le feu. Mais en fait, dans Tambora, il reste ce noyau-là qui est l'accouchement du premier enfant, qui a été pas mal réécrit, mais qui est quand même... auquel j'ai un lien très fort, puisque c'est ce qui m'a permis de m'autoriser à écrire un texte littéraire et qui était important pour moi de conserver dans Tambora. Alors, en exergue de Tambora, il y a cette phrase d'Ursula Le Guin, qui est une autrice de science-fiction américaine qui est morte il y a très peu de temps, de 3 ans, je crois. Et donc, on lit, ainsi que sous le texte, nous l'avons entendu, nous avons tout entendu à propos de tous les bâtons, de toutes les lances et de toutes les épées, de toutes les choses avec lesquelles on peut cogner et piquer et frapper, de toutes ces choses longues et dures, mais nous n'avons rien entendu à propos de la chose dans laquelle on met des choses, à propos du contenant, de la chose contenue. Ça, c'est une nouvelle histoire, ça, c'est de la nouveauté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'elle appelle par ailleurs, Ursula Le Guin, les fictions paniers. Est-ce que vous voulez bien nous en parler, Hélène ? Oui, cette citation, je m'y suis vraiment accrochée tout au long de l'écriture. C'était vraiment pas une évidence d'écrire là-dessus. Contrairement à Vachette, voilà, il y a une approche beaucoup plus, je dirais, naturaliste, même s'il y a des petits décrochages fantastiques par moment, mais donc j'ai vraiment dû parfois me faire violence pour continuer à écrire ce texte et le terminer. Et ce qui me plaît dans cette idée, c'est que elle nous parle de ce qui n'est pas assez dit en littérature. Moi, ce qui m'a manqué en tant que lectrice et aussi en tant que mère, c'est que ces récits-là, je les avais peu lus. C'était souvent des ellipses, l'accouchement, la fausse couche encore plus, et même la vie avec des jeunes enfants, le change, l'habillement des jeunes enfants. Et Ursula Le Guin, elle nous parle de ça dans une perspective féministe aussi, c'est-à-dire qu'elle oppose ces récits auxquels on est addict quasiment, qui ont un élément déclencheur, qui ont une apogée souvent violente, menée par un héros en fait, et voilà, qui se termine qui ont une résolution. Là, elle nous invite à chercher plutôt que ces récits-là qui coulent et qui sont qui nous captivent en fait, desquels on a du mal à sortir en tant qu'auteur et aussi en tant que lecteur, je pense, à explorer les paniers et à tenter ce qui est peut-être moins évident. Voilà, elle nous dit pourquoi pas raconter comment on prend un panier et on ramasse les grains d'avoine, ou comment on porte les enfants sur le dos pendant qu'on va cueillir les baies, etc. Puisque elle est également anthropologue, donc elle nous parle d'une période préhistorique. Et voilà, évidemment, dans Tambora, on parle beaucoup d'enfants dans le ventre, c'est le contenant et le contenu. Il me semblait que, voilà, quand j'ai lu ce texte des fictions paniers qu'on trouve en ligne, qui est très fort, je me suis dit que ça collait vraiment au projet que je me fixais. Et vous, Suzanne, ça vous parle, cette idée de fiction panier ? Et est-ce que... Non, micro, madame. Moi, ce qui me frappe surtout dans la citation que j'ai entendue, c'est on a tout dit. Et quand tu dis parler de ces choses que la littérature, dont elle ne parle pas, fait l'ellipse, c'est vrai. Et puis en même temps, je dirais, de ce qui est assez incroyable quand on écrit sur la grossesse, ou je pense, c'est qu'en fait, on raconte quand même des choses qui sont en même temps extrêmement banales, pour lesquelles le récit est très balisé. Parce qu'il y a des tas d'histoires d'accouchement qui circulent oralement, en fait. Ces choses qui n'existent pas en littérature, elles sont omniprésentes autour de nous. Et elles ont vraiment des passages obligés et des choses qu'on est assez stupéfaites de finalement dire à notre tour. C'est-à-dire notamment, ça passe vite, par exemple. Alors ça passe vite, qu'est-ce que je l'ai entendu et qu'est-ce que j'ai fini par le dire aussi. Et donc voilà. Et je trouve que c'est peut-être ça qui est intéressant dans l'écriture littéraire de cette chose-là. C'est
d'exprimer à la fois, de faire entrer quelque chose d'au fond d'assez banal, parce que c'est vrai que c'est banal une grossesse, et en même temps de pouvoir saisir ce qui est, quand c'est vécu subjectivement, tout à fait extraordinaire. Et c'est assez difficile en fait de le faire sur le vif quand on en parle. Voilà. Et alors, par contre, l'écriture permet de se ressaisir de ça. Et ça, c'est peut-être justement, et on se rend compte que tout a été dit, finalement, tout n'a pas été dit, quoi. Voilà. Oui, mais sur la question des récits manquants, est-ce que vous avez eu l'impression, pendant que vous viviez de votre côté l'expérience de la grossesse, est-ce que vous avez eu l'impression qui vous manquait en tant qu'individu et comme lectrice aussi des livres qui ne soient pas des témoignages, qui soient une manière de se ressaisir par la langue et par la littérature de cette expérience dans sa totale banalité et son caractère extraordinaire? Non, parce que je crois que c'est pas trop mon rapport à la littérature. Je crois pas que je vais lire la littérature pour éclairer une expérience que je suis en train de faire. Ça va pas tellement être mon rapport. J'ai un rapport de la littérature comme d'une chose qui va me parler de choses étranges. Donc c'est pas tellement ça ce serait pas tellement ça mon sentiment. Voilà. Moi, tu vois, je dirais que ça m'a manqué même au quotidien, finalement, ces discours sur les accouchements. J'ai trouvé qu'avec certaines femmes, certaines copines voilà, de ma génération, évidemment, on en parlait en long et en large. Avec ma mère ou d'autres femmes de sa génération, c'était plus compliqué. Et notamment pour l'épisode de Fausse couche, moi, je me suis vraiment retrouvée à racler les fonds de forums pour trouver quelque chose qui allait me faire me sentir moins seule et peut-être m'aider à trouver les mots pour décrire cet événement qui, comme la grossesse finalement, ou l'accouchement, est souvent décrit comme banal. Il peut l'être d'ailleurs. En tout cas, il est banal dans le sens où il est fréquent. Mais il peut être vécu d'une manière absolument pas anodine. Et l'absence de discours, mais aussi de littérature, d'art pour en parler, je trouve redouble un peu l'embarras ou presque la détresse dans lequel on est quand on le traverse, et qui nous confronte aussi à des sources qui ne nous aident pas du tout. Enfin, quand moi, j'allais écumer les comptes Instagram qui décrivaient les pires fausses couches dans des circonstances abominables, c'était pas vraiment une aide, mais peut-être que, contrairement à toi, j'ai plus un rapport peut-être d'identification, pas uniquement, mais j'ai besoin de m'appuyer sur des textes qui vont peut-être m'autoriser à parler de certaines choses comme dans Tambora. C'est plus une question, je pense, de s'autoriser, dans mon cas. Alors, sur la question des récits qui circulent, vous écrivez, vous parlez du fait que des femmes de votre famille n'ont pas de problème à parler de la vie de leur ventre, disent que ces récits, elles les lèguent à leurs filles, les couronnent de ces histoires, et les encouragent à poursuivre le roman. C'est marrant cette expression. Enfin, c'est marrant, je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant que vous soyez allé trouver cette idée du prolongement de l'existence comme roman et de porter cette part-là féminine aussi. Oui, alors du coup, ça contredit ce que je viens de dire. C'est vrai que ma mère a parlé énormément de ses accouchements et ma grand-mère aussi. Je connais les accouchements des femmes de ma famille jusqu'à 1914 à peu près. Voilà. En revanche, elles n'ont pas parlé de leur fausse couche, elles n'ont pas parlé de leur IVG, etc. Ça, c'était hors de question. L'accouchement, ça leur semblait être plus noble et c'était une façon de se replacer au centre du récit familial. Il y avait les histoires de guerre des grands-pères ou d'ascension sociale, et puis les femmes, puisqu'elles n'avaient pas le choix, en tout cas pour ma grand-mère, et ma mère, c'était la première génération à pouvoir un petit peu s'extraire de ce rôle uniquement de mère, et c'était leur façon de prendre la place en fait dans le récit familial. Et peut-être que ça aussi, ça a contribué à me permettre de toucher à ce sujet-là, d'estimer en fait que c'était digne d'être raconté.
Vous êtes donc toutes les deux des écrivaines et vos livres sont des manières de chercher un langage pour dire cette expérience-là. Et une chose qui me semblait intéressante dans le fait de vous avoir toutes les deux là, c'est que, alors vous Hélène, vous êtes traductrice de l'allemand et vous Suzanne, vous êtes chercheuse en littérature spécialiste du XVIIe siècle. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu de quelle manière ce rapport très intellectuel que vous avez à la langue, à la littérature, à l'écriture, comment ça informe de ce que vous avez, sur ce que vous avez voulu faire l'une et l'autre dans vos textes peut-être Suzanne, parce que la littérature du 7e trouve un chemin dans Vachette, pour le coup. Alors, parce qu'il y a l'étrangeté, la grande étrangeté de cette transformation en vache et de l'emploi du meu, de tous les meuglements par Vachette Duval, puisque tel est son nom. Mais il y a aussi ces références qui imprègnent le texte et qui s'y promènent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, de comment votre rapport universitaire à la littérature aussi informe Vachette? En tout cas, c'est vrai que pour Vachette, c'est le livre que j'ai écrit où mon activité de chercheuse en littérature du XVIIe siècle est la plus présente. D'habitude, j'ai quand même plutôt tendance à avoir ces deux activités, de ce travail et ce rapport au texte plutôt étanches quand même si, voilà. Mais sans doute que ce qui a amené, ce qui a fait venir la littérature du XVIIe, c'était déjà le caractère très autobiographique du texte, qui, beaucoup plus que le précédent, racontait quelque chose que j'avais vécu, en tout cas, disons plutôt s'appuyait sur le matériau vécu de ce que j'avais vécu. Et puis, si je pense que ça a tenu, s'il y a eu cette présence qui se manifeste en fait par notamment des citations, parfois très incongrues dans ce texte qui est généralement très incongru, d'auteurs du XVIIe siècle, parfois connus, parfois pas connus. Donc parfois c'est Jean de La Fontaine, et puis plus souvent c'est des auteurs baroques, Vincent Voiture, Honoré d'Urfé, qui sont plus tellement lus aujourd'hui. Et je pense que si c'est bien rentré dans ce roman, eh bien, c'est parce qu'il y avait quand même l'imaginaire de La Fontaine, très important, puisque La Fontaine dit je me sers d'animaux pour représenter les hommes. Enfin, il ne le dit pas comme ça, puisqu'il n'y a pas le bon nombre de syllabes, mais en substance, il dit je me sers d'animaux pour dépeindre les hommes. Voilà, pardon. Or, justement, ce qui se passe dans Vachette, c'est un peu l'inverse, puisque elle est vraiment une animale, en fait. Elle est vraiment une vache, en tout cas, elle se prend vraiment pour telle. Et surtout, le grand truc de La Fontaine, c'est qu'il fait parler les animaux comme des humains. Il dit, tout parle dans mon œuvre, et les animaux aussi. Donc là aussi, c'est pas la citation exacte. Et en fait, ce qui se passe dans ce livre, qui est peut-être, je dirais, sa plus grande originalité, au sens où, c'est un thème très traditionnel, la métamorphose animale. Et ce qui se passe, c'est que Vachette, effectivement, dit meu. Et ce qui d'ailleurs était un point avec mon éditeur un petit peu, il n'était pas tout à fait sûr qu'il fallait mettre ces meu. Moi, j'étais convaincue que c'était tout à fait essentiel, qu'on ratait tout si on n'avait pas les meu. Et en fait, Vachette, c'est un peu le miroir inversé des fables. C'est-à-dire que tout à coup, les animaux sont plus là pour nous aider à représenter les humains. Ils sont là pour nous aider à comprendre ce que j'étais en train de vivre. Donc c'était avec et sans la littérature du XVIIe siècle, d'une certaine manière, que j'écrivais ce récit. Et alors vous, Hélène, comment votre travail de traductrice, alors ceux qui ont lu Tambora le savent, mais est-ce que si des gens ne l'ont pas lu, est-ce que vous pouvez expliquer de quelle manière ça rentre dans le texte et ça nourrit votre réflexion sur ce que c'est que cette expérience du corps? Oui, juste pour revenir sur les meux, je trouvais que les meux du psy, notamment, étaient très très réalistes, finalement. Et moi, j'ai pensé non pas à des auteurs baroques, mais j'ai pensé à... Je ne sais pas si tu lis déjà cette BD à ton enfant, mais à Ariol. Ariol, bien sûr. Ouais. D'Emmanuel Guibert et Marc Boutavant. Ou même Black Sad. Ça m'a fait penser à des univers de BD où on a des personnages animaux qui prennent la parole. Et la vachette d'Ariol, c'est Pétula et c'est l'amoureuse d'Ariol. Donc j'y ai pensé tout le long du livre. Mais pour revenir à des sujets sérieux, je pense que le fait d'être également traductrice
me déforme professionnellement à vraiment plonger en profondeur. C'est aussi le travail d'écriture, hein, donc c'est pas évidemment propre à ce que je fais, mais peut-être ouvrir tous les tiroirs de chaque mot, et notamment le mot de fausse couche, qui est très insatisfaisant, autour duquel je tourne pour essayer de trouver comment exprimer plus justement en fait cette expérience. Et passer par les langues étrangères est finalement le meilleur moyen que je trouve. Donc je parle de la traduction, du mot allemand pour fausse couche qui est Fehlgeburt. Donc Fehl, ça vient de Fehlen et Fehler, donc manquer et erreur, et non pas faute comme fausse. Donc il n'y a pas la dimension morale, et manquer, c'est bien ce dont il s'agit, quoi. À la fin, d'une certaine manière, on accouche quand on fait une fausse couche, mais il nous manque un enfant. Et donc ce mot-là me semblait mieux traduire l'expérience. En anglais, c'est assez similaire, et à la fois différent, c'est miscarriage. Donc il y a le préfixe de miss qui signale la dimension aussi d'erreur, et miscarriage, on peut l'utiliser dans d'autres contextes, miscarriage of justice, donc erreur judiciaire. Il n'y a pas, je trouve, ce côté incomplet, faux tout simplement, de la fausse couche, alors que quand on vit une fausse couche, on n'a pas l'impression de vivre quelque chose de faux. C'est vraiment là, le corps est omniprésent, et il n'y a pas cette dimension. Ce terme est tout à fait inadapté. Finalement, passer par la langue étrangère permet peut-être pas de trouver un nouveau mot, mais en tout cas de mieux définir l'expérience. Alors, il a un peu été question de vachette sur le divan, mais parce que si le psychanalyste fait c'est le seul endroit où Vachette Duval ne meugle pas, justement, le divan du psychanalyste. Et donc, ça nous parle aussi en creux du rapport au langage que la société a avec la grossesse des femmes. Merci beaucoup de l'avoir remarqué, parce que c'est vrai que c'était un petit moment important, et en même temps on se dit j'écris ça, et puisque finalement voilà. Mais donc à un moment donné, parce que donc très rapidement dans le roman, et c'est peut-être à ce moment-là que le roman commence vraiment à commencer, donc elle va chez son psychanalyste, puis il dit puis elle finit par dire ce truc de Vachette, et là il lui dit et puis donc elle commence à expliquer, et puis elle s'interrompt et elle dit ah non, ne m'en faites pas dire plus, je ne meuglerai pas ici, ce serait exagéré. Et donc le ici, voilà, ça devient un peu la scène, c'est à la fois la scène psychanalytique, mais c'est aussi la scène du livre. C'est jusqu'où j'ai besoin de meugler pour me faire comprendre. Et donc effectivement, dans ce lieu où elle se met vraiment à dire un peu n'importe quoi et à s'exprimer par analogie, eh bien on peut imaginer qu'en fait elle émet simplement des meuglements tout à fait lisibles. Alors que lorsqu'elle n'est pas dans cet espace de parole un petit peu libérée, eh bien, ce qu'elle dit est entendu comme un meu. Parce que c'est son corps qui parle, mais quand son corps parle, qu'est-ce qu'on entend ? On entend un meu. Voilà, c'est un petit peu ça que ça signifie. Et c'est aussi peut-être, je pense, cette socialisation très particulière des femmes enceintes, puisque... je dirais que de mon point de vue, quand on est enceinte, on peut vraiment avoir notre corps en société. Vous montrez, encore que je devrais peut-être me poser la question si ce que je dis est si collectivement vécu comme ça. Enfin, je l'ai senti comme ça. Voilà. Et donc votre corps, il s'exprime, quoi. Il est présent et il est moins parce qu'en fait, tout simplement, parce que votre corps est valorisé en tant que tel. On vous dit, voilà, c'est super, vous êtes enceinte, etc. Et ça donne une espèce d'exubérance, en fait. Je me rappelle quand j'étais enceinte, je riais plus fort que d'habitude, par exemple. C'était pas parce que j'avais des hormones qui me faisaient rire, c'était parce qu'en fait, je me sentais plus libre de rigoler, voilà. Et donc, ce meuglement, je crois qu'il exprime aussi un petit peu ça.
c'est le corps féminin qui peut se vivre socialement, alors certainement pas tel qu'il est, parce que ça n'est jamais possible, mais en tout cas avec une petite liberté de décalage qu'il n'a pas d'habitude. Voilà. Vous opinez, Hélène ? Oui, ce corps enceint, il prend plus de place aussi, et il est autorisé à prendre plus de place, bien que, d'ailleurs, dans Tambora, je l'évoque, il est quand même contrôlé dans la place qu'il va prendre. Il faut prendre du poids, mais pas trop quand même. Mais bon, de fait, on a quand même un ventre qui s'impose. Et oui, je me retrouve dans cette expérience du corps qui est à la fois exposé sans le vouloir, puisque visible, en fait, tout le temps. On peut moins le cacher, peut-être, que le reste du temps. Et en même temps... je pense qu'on l'a toutes vécu, qui ne nous appartient pas uniquement, puisque, comme tu le dis, c'est extrêmement valorisé socialement. Donc voilà, c'est un peu, on porte l'enfant de tout le monde presque. On nous demande pour quand c'est une fille ou un garçon. Enfin voilà, on peut nous poser des questions très intimes. On peut poser la main sur le ventre. On peut penser que ça porte bonheur. Enfin voilà, moi dans Tambora, le pompon de marin. Voilà, j'évoque le fait que voilà, le corps enceint, c'est une statue de Madone dont on caresse le ventre pour qu'il porte bonheur. Donc il y a effectivement en même temps une dimension d'émancipation de ce corps qui peut se vivre plus ample. Et en même temps, la contrepartie, c'est que on doit un peu plus le partager. Le corps prend beaucoup de place, mais la question du cerveau, et Dieu sait s'il y a des jeux de mots dans Vachette autour du cerveau. Mais donc, quelle place on donne à l'un et à l'autre ? Parce que chez aucune de vous, il ne s'agit que du corps. Ça serait extrêmement réducteur de dire que l'expérience de la grossesse et de la maternité, puisque on ne s'arrête pas avec la naissance des enfants, les textes se poursuivent. C'est aussi faire droit à ce que c'est que la vie de l'esprit, du cerveau, pendant ce temps-là. Même si, Hélène, vous écrivez « Mon ventre avale la tête, avale le corps, le tout ventre avale la langue, tarit les mots ». Oui, le cerveau, la tête, l'intellect, moi j'en parle dans Tambora par le prisme de la frustration, puisque ça parle beaucoup justement du corps qui est presque tyrannique, puisque y a les nausées, il y a... En fait, la priorité est de mener à bien ce projet qui est une grossesse, et le corps nous rattrape. En fait, il peut être alité, comme c'était mon cas. Il est très souvent pénétré par les soignants. Voilà. Et donc le désir de vivre en tant que personne qui écrit ou qui tout simplement veut avoir des activités autres que s'occuper de son corps est très souvent grignoté, et aussi après la grossesse, après la naissance, évidemment, par le manque de sommeil, par la charge de travail qu'implique d'avoir de jeunes enfants. Donc je pense que ça parle beaucoup de cette frustration qui implique une certaine ambivalence, quoi, un désir de s'occuper d'un enfant, et en même temps une impossibilité d'être autre chose, en tout cas au début, et d'un combat permanent pour faire de la place à autre chose qu'au corps, que ce soit le sien ou celui de son enfant, finalement. Donc voilà, frustration, c'est le maître mot. Oui, et puis déjà, c'est vrai que moi, je m'étais employée à vraiment parler du cerveau. C'était le mot. Alors, c'est vrai qu'il y avait la blague, comme il y a plein de jeux de mots, et donc dans cerveau, il y a veau. Mais c'est surtout que le cerveau appréhende quand même l'esprit comme quelque chose de corporel. Et disons que, c'est vrai, si c'est le cerveau, ça reste, je sais pas, voilà.
Et finalement, moi, je me suis dit quand même, et ça a été vraiment, pour le coup, c'est vraiment, je pense, bon, peut-être l'avortement, mais ensuite aussi la grossesse qui m'ont fait me rendre compte de ça, que le corps était beaucoup plus que ce que je croyais. C'est un peu un poncif de dire ça, mais disons que quand on le vit, c'est-à-dire vraiment, mon corps est beaucoup plus que ce que je croyais dans mon être. Et en même temps, il faut bien être capable de parler de ce que c'est que l'esprit, parce qu'il continue à exister, même si on se rend compte que l'esprit est beaucoup plus corporel que ce qu'on pouvait imaginer, percevoir, etc. Donc, parce que quand même, voilà, la grossesse, par exemple, c'est les hormones. On vous parle toujours de vos hormones, et tout à coup, on se rend compte, bah oui, c'est vrai, en fait, c'est vrai, ça existe, les hormones, c'est vraiment ça. Et peut-être finalement, je suis plus que ça, quoi. Je suis peut-être plus qu'un gros tas d'hormones, une grosse vache aux hormones. Enfin, j'ai beaucoup joué là-dessus. Et à vrai dire, ça m'a beaucoup apporté aussi dans mon écriture, parce que je trouve que voilà, quand l'écriture vraiment se saisit du corps dans tout ce qu'il a, alors vraiment, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, j'ai mieux compris. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est à la fin de la saison en enfer de Rimbaud, où il dit, et je pourrais dire, et c'est comme une espèce de vœu qu'il émet à la fin de la saison en enfer, et je pourrais dire, je suis une âme dans un corps. Et voilà, et je trouve que quand on vit une grossesse, on peut vraiment dire, je suis, je suis une âme dans un corps. C'est ce qu'on vit, quoi. Oui, si je peux rebondir, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus intéressée dans le fait d'écrire là-dessus. C'est que je pense qu'on peut vivre finalement assez longtemps dissocié de son corps, notamment quand on a un corps jeune, en bonne santé. Et j'ai trouvé que l'état de grossesse était une espèce de prise de pouvoir comme ça du corps, surtout quand on a énormément de nausées, de fatigue, enfin voilà, des petits désagréments de grossesse, comme on appelle ça, mais qui peuvent en fait... voilà, des nausées de 3 mois, c'est quand même l'équivalent d'une gastro de 3 mois. Il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a pas vraiment de médicaments efficaces. Enfin, c'est quand même pas non plus rien. Et donc voilà, il y a cette dimension du corps qui prend le dessus, alors que peut-être qu'on a essayé de le laisser en retrait et de développer son cerveau, justement, le fameux. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est presque la découverte de son propre corps à la faveur de cet événement. Et je pense qu'il rejoint aussi des expériences, en fait, toutes les expériences extrêmes du corps. Ça peut être la maladie grave, ça peut être voilà, le vieillissement. En fait, à chaque fois que le corps se rappelle à nous, ça peut être vécu d'une manière surprenante, voire violente, quand on a œuvré pendant assez longtemps à se séparer de ce dernier, quoi. Et au rang des dissociations auxquelles vos livres mettent pas forcément une fin, enfin, disons, en pointe la limite, il y a le fait que c'est donner la vie, mais c'est aussi donner la mort, et qu'il y a une présence de la mort dans vos deux textes, de l'horizon qui est celui de la mort des veaux, la mort des vaches chez Suzanne, ou chez vous, voilà, le fait que donner la vie, c'est donner la mort, mais aussi c'est avoir le souvenir de la fausse couche, et chez vous, c'est le souvenir de l'avortement. Il s'agit aussi de faire rentrer la mort par la vie, quoi, dans vos deux livres. Est-ce que ça appelle une réponse ? Est-ce que c'est une question ? Oh bah je peux, ouais. Oui, bah je pense que ce qui est intéressant dans le fait d'écrire là-dessus, c'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure aussi, c'est que on est sur un spectre à chaque fois entre des extrêmes, c'est-à-dire on parlait de la banalité de la grossesse, en tout cas de sa fréquence dans l'expérience des femmes, et en même temps le vécu et la banalité que c'est pour les soignants aussi. Enfin, nous, quand on accouche, eux, ils parlent de leur casse-croûte au saucisson, quoi. Et nous, c'est censé être le plus beau jour de notre vie. En tout cas, ça va être un jour très marquant, quoi. Cette banalité-là, et donc cette dimension extraordinaire, rare dans une vie, et cette tension aussi parallèle entre, comme vous l'avez dit,
donner la vie. Et en fait, dans le cas d'une fausse couche silencieuse en particulier, porter la mort. Et que faire en fait de cette tension-là qui laisse des traces. Et c'est pour ça qu'on peut s'étonner. Enfin, pour moi, c'est un matériau littéraire évident, en fait. Ces spectres-là, ces tensions entre extrêmes, il y a vraiment de quoi explorer, quoi. Oui, puis ce qui est particulier aussi, je trouve, c'est d'être dans une époque où la mort, quand même, est moins fréquente pour les mamans comme pour les enfants qui naissent. Mais en même temps, je trouve que le corps se souvient, ou alors je ne sais pas si c'est notre esprit ou notre corps qui se souvient qu'en réalité, le risque a été énorme. Et je trouve que même si tout est quand même prévu pour que les choses se passent au mieux, je trouve qu'on reste dans cette imminence-là de... mais en fait, si mon bébé il a la fièvre, il va peut-être mourir sous mes yeux. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps une exposition d'un artiste dont je... Est-ce que c'était un artiste suédois? C'était au musée d'Orsay. C'est un Finlandais. Finlandais, pardon. Voilà, c'est ça. J'ai pas la présence d'esprit. Toujours est-il qu'il y avait toute une salle qui était consacrée à des mamans qui veillaient leurs enfants. Et je me disais, voilà, ça c'est finalement une attitude qu'on a plus souvent quand un enfant est très malade. En fait, on lui donne du Doliprane et je me disais, elles sont comme ça penchées sur l'enfant, mais parce que sa vie tient à un fil. Et elles regardent et elles attendent et elles se demandent. Et donc nous, on n'est quand même plus dans une société où on est dans cette imminence-là. Mais je pense que l'urgence, elle est dans la tête. Pour le coup, elle est là. Et c'est ça aussi. Il y a cette tension-là aussi un peu dans Vachette du tout va bien, mais aussi bien tout pourrait aller très mal d'un moment à l'autre. D'un truc immémorial, en fait, qui est installé dans le corps et dans l'inconscient. Une urgence qui s'installe. Et puis il y a quelque chose qui résiste au progrès de la médecine, où l'accouchement, c'est quand même un moment, en tout cas dont je ne peux pas sortir de statistiques, mais dans mon expérience et celle de certaines amies, où on peut avoir une sensation de mort imminente. Enfin, en tout cas, on peut se sentir à un moment sur un fil, ou même de désespérance totale. Voilà, je pense à ma belle-sœur qui a crié « tuez-moi » juste avant d'accoucher à cause des douleurs. Enfin, voilà, il y a quand même cette dimension extrême de l'expérience du corps auquel on est peut-être moins habitué aussi. Et je trouve que ça résiste. Et il y a en plus effectivement cette mémoire des dangers que représente l'accouchement. Enfin, moi, les récits de ma mère, de ma grand-mère, de mes tantes et tout ça, c'était souvent des récits quasi miraculeux de survivance à un accouchement difficile ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc il y a cette dimension-là de danger, je trouve, qui résiste. Vos deux textes ont de manière assez évidente une part politique. Enfin, je veux dire, le simple fait de se saisir de cette expérience finalement assez peu racontée ou dénigrée ou voilà, transformée en histoire de bonne femme qui ne doit pas trop circuler sous des belles couvertures parce qu'en plus vous êtes toutes les deux dans des maisons d'édition très littéraires, Verdi et POL. Mais donc ça fait, excusez-moi, j'ai complètement perdu ma question. Oui, si, la part politique de vos textes. Voilà, la part politique de vos textes, ça s'accompagne, je trouve, chez l'une et l'autre, de beaucoup de scrupules. C'est-à-dire que c'est se dire, si j'écris sur la grossesse, comment je fais droit au fait qu'il y a des gens qui ont des grossesses qui ne sont pas heureuses. Comment j'écris sur, alors dans votre cas, Hélène, sur une fausse couche, sans dénigrer le fait qu'on peut vouloir mettre un terme à une grossesse. Enfin, que oui, il y a des cas où ce qui est un bébé pour vous est un fœtus. J'entends en tout cas dans vos deux textes une part de grande délicatesse, enfin de grande attention, de se dire on marche sur un fil parce que c'est politique comme sujet. En tant que en tant que femme probablement féministe, je mets mon billet là-dessus, il y a quelque chose auquel vous faites attention. Enfin, y a-t-il quelque chose auquel vous faites l'attention de ce point de vue-là ?
Oui, c'est vrai que pour moi, c'était très important dès le départ, vu que j'allais parler de cette fausse couche, et qu'on est dans un contexte de recul du droit à l'avortement, qui est quand même absolument pas anodin. Je pense évidemment à certains États des États-Unis où par exemple une fausse couche silencieuse, donc qui est une fausse couche où l'embryon ne s'évacue pas tout seul. Je pense à la Caroline du Sud où dans ce cas-là, les femmes n'ont pas le droit d'avorter. Et certaines meurent de septicémie. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là qui me reste en tête, que pour avoir beaucoup lu dessus, que voilà, le fait de ne plus pouvoir avorter, c'est accepter la mort des femmes, quoi, entre autres. Donc je voulais absolument pas tomber dans une sacralisation pro-life de tous les embryons. Je voulais vraiment essayer d'être très claire sur le fait que ce qui comptait, c'était... Enfin, moi, je parlais d'un désir d'enfant, et ce désir d'enfant est mort en même temps que l'embryon, mais que au centre est notre désir. Si le désir est ne pas d'avoir d'enfant, il est tout aussi sacré finalement que... important et respectable et digne que celui d'en avoir. Et puis il y a aussi le fait que je parle d'une amie qui, elle, a perdu un enfant juste après la naissance, et aussi mon scrupule, effectivement, c'est le bon mot, à me dire mais moi c'est rien, c'est une femme sur 3. Je pense que ces scrupules viennent aussi de ce qu'on nous dit beaucoup, oui mais bon c'est banal, c'était quand même pas encore un enfant, etc. Donc c'est vrai qu'il faut, on est en terrain miné, et ça m'a semblé important d'essayer de naviguer avec prudence, parce qu'il ne s'agit pas de mon histoire, de l'histoire de la narratrice, mais il s'agit d'une histoire collective, en fait. Oui, et finalement, c'est vrai que j'ai observé, parce que ça, quand on écrit sur des sujets de ce type, on est un petit peu, effectivement, on marche un peu sur des œufs. Alors même que finalement, j'ai observé que ce que je craignais le plus n'arrivait pas. Enfin, je veux dire, je trouve que les lectrices sont très... Enfin, je sais pas, il n'y a pas longtemps, l'une qui me disait, elle n'était pas du tout dans une situation simple, son accouchement, c'était pas... Voilà. Et puis, elle me dit, ça m'a fait du bien de lire ton livre, enfin, quelque chose comme ça. Bon, et en fait, c'est souvent arrivé que quand j'avais écrit sur l'avortement, inversement, justement, je m'étais dit, on pourrait mal le comprendre, ce livre. Et en fait, c'était pas du tout les réactions. Donc, ce que je trouve, finalement, c'est que tous ces scrupules qui ont peut-être aussi leur fécondité, je sais pas, mais en tout cas, ils en disent beaucoup sur quand même l'état d'insécurité d'une femme qui parle de ce genre de choses, quoi. Parce que on se dit on a tout de suite peur, en fait. On se dit, mais on va me dire ça, on va me faire ça, puis alors là, ils vont se foutre de ma gueule, et puis machin, et puis on va y avoir encore une gonzesse qui parle quoi qu'il en soit. Et même à l'endroit des femmes, on se dit, elles vont pas être contentes si ça. Et donc, c'est vrai que ça reste toujours délicat, en fait, parce que finalement, si on prenait, par exemple, quand on raconte une histoire d'amour qui finit bien, on se dit pas tous les gens pour qui ça s'est mal fini vont me tomber dessus, vont me dire c'est dégueulasse, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que c'est amusant, ça reste. Mais de toute façon, dès qu'on parle de mettre au monde un enfant, comme tu dis, c'est un drôle de terrain. Mais, chez vous, Suzanne, c'est pas un dépit, mais très bon jeu de mots. Non, mais c'est presque comme s'il y avait une contrariété à ce que cette joie à être enceinte se conforme à ce qu'au fond on attend de vous. Là, parce qu'à chaque fois on dit, mais avec des guillemets, les plus beaux jours de ma vie, nanana. Bon, c'est compliqué aussi d'admettre qu'on est dans cette banalité-là. Oui, c'est pour ça que je pense que j'ai eu besoin d'humour. C'est-à-dire, je pense que j'aurais pas fait une espèce de d'hymne à la joie, quoi. Et donc c'est traité sur le mode de l'humour, mais la réalité c'est que c'est une grossesse heureuse, c'est ça. Et en fait, mais c'est pas évident à
à dire, parce que comme le bonheur de procréer a été envahi par à la fois l'épanouissement personnel, les manuels de puériculture, enfin non, pas du tout l'épanouissement personnel d'ailleurs, pas du tout, tout ce qui est puériculture, alors le discours a été pris par quelque chose qui ne nous appartient pas, donc on est obligé donc c'est pour ça que je l'ai traité sur le mode de la rigolade, mais c'était une façon de parler du bonheur. Mais je pense que c'est probablement... c'est un très bon moyen et peut-être un des seuls de déjouer effectivement tous les poncifs ou les euphémismes ou voilà tout le récit, les banalités, les mots qui sont pas justes pour décrire la grossesse ou qui la caricaturent ou qui portent en eux des injonctions au bonheur forcé, mais c'est vrai que c'est aussi une expérience heureuse dans de nombreux cas, et c'est peut-être presque plus difficile d'en parler. Enfin, en tout cas, Suzanne a trouvé un bon moyen, mais c'est une question aussi, comment ne pas tomber dans quelque chose de très éthéré, de très cliché. C'est une question que je me suis posée. Moi, pour le coup, j'ai peut-être plus parlé des épreuves de ce moment-là, et la joie, elle vient quand les enfants sont là. C'est peut-être plus facile de le décrire aussi. Alors, elle vient quand les enfants sont là. Elle est très matérielle dans le regard. Enfin, c'est beaucoup une histoire de regard. Ça commence d'ailleurs par je regarde mes filles. Mais elle s'accompagne d'une immense fatigue. Vous citiez votre belle-sœur et son tuez-moi. Là, en l'occurrence, la narratrice, qui qu'elle soit, dit je vais crever. Ce qui n'est pas très loin d'ailleurs de ce que dit Vachette à un moment d'épuisement dans les premières semaines. Elle dit pas je vais crever, mais j'ai un... Je suis un peu perdue dans mes antisèches. Néanmoins, il y a un état d'épuisement qui s'accompagne, une espèce de béatitude épuisée quoi, dans ces premières semaines, dans ces premiers mois, années, siècles de la vie avec ces gens. Temps ressenti, ouais. Oui, alors le temps ressenti, c'est un sujet qui est hyper intéressant dans vos deux livres. Comment on rend le temps c'est-à-dire qu'il y a le temps de la grossesse, qui est un peu circonscrit, même si Vachette a l'impression qu'elle n'accouchera jamais. Mais il y a comment on fait droit, toute la vie qui va aller avec, et jusqu'où on va quand on raconte ça. Est-ce que vous voulez parler aussi un petit peu de cette question du temps, comment vous le traitez l'une et l'autre? Oui, je dirais que la difficulté principale, c'était d'écrire le temps du quotidien, de l'infra-quotidien, comme dit Pérec, le temps domestique, en fait, le temps du parent avec l'enfant qui est à la fois haché et qui est plus notre temps, qui est un temps qui est dirigé par l'enfant et ses besoins, et en même temps c'est tellement répétitif, c'est des cycles de 3 heures comme ça, nourriture, sieste, change, et ainsi de suite pendant 24 heures. Donc comment rendre ça dans l'écriture sans faire décrocher au bout de 2 pages aussi, puisque nous-mêmes on le vit d'une manière... c'est une béatitude épuisée, puis un peu lassée parfois. Et donc, moi, je pense que c'est par le fragment des espèces de clichés comme ça, qui seraient comme des photos prises à l'appareil jetable, où je vais évoquer des souvenirs très, très banals avec ma fille, mais je pense, qui rendent la texture de ce quotidien. C'est des choses qu'on va pas relater aux proches parce que c'est juste l'image de ma fille qui lit une BD, mais j'ai pensé que c'est peut-être ça qui est le plus à même de rendre compte du quotidien avec des enfants, le trivial, le banal, le non extraordinaire, et c'est peut-être ça dont on se souvient et qui est important et qui décrit le mieux justement la joie de cohabiter avec ces petits êtres. Oui, c'est sûr que c'est pas... il y a une scansion... Surtout, il y a vraiment un avant et après. C'est pas du tout pareil avant le bébé, après le bébé. Mais non, mais ce que je trouve particulier aussi, c'est quand on écrit sur la grossesse, il y a quand même une échelle de temps compliquée. Mais je pense que c'est déjà... En fait, je pense que c'est un paradoxe qui existe déjà, indépendamment du fait qu'on écrive ça, on raconte une grossesse.
c'est le fait qu'il y a la fuite du temps, voilà, sujet banal, mais voilà, ça passe vite et puis on oublie. Enfin, c'est vraiment les 2 phrases que j'ai entendues le plus. Ça passe vite et puis on oublie à quel point il a été petit, etc. Et en même temps, c'est des choses qui sont un peu monumentales dans une existence. Donc en fait, on oublie, mais on oublie certaines choses, mais en même temps, on n'oublie pas. Donc je pense que c'est peut-être des époques de la vie qui sont le plus dilatées, à la fois dans leur existence au présent et dans leur manière de flotter dans la mémoire. Et quand on se met à écrire là-dessus, alors je trouve que ça ajoute une nouvelle couche de temps un petit peu compliquée, où en fait, on se met à faire un récit qui vient, voilà. Et alors après, c'est la question de comment composer le récit pour rendre compte de tous ces temps-là qui sont cette espèce de concentration de temps distinct. Moi, je trouve pas trop facile. Voilà, donc notamment, c'est pour ça que j'ai finalement, par exemple, j'ai pas raconté l'accouchement. J'ai fait ce que font tous les auteurs du 19e siècle. Elle accoucha, puis 9 mois plus tard, tout allait bien, voilà. Mais non, mais disons que parce que je trouvais que le récit linéaire aplatit tout, fait que les événements arrivent les uns après les autres et sont quand même fondamentalement situés sur le même plan. Or, un accouchement, c'est un drôle de truc, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué de dire et puis après j'ai accouché, alors ça s'est passé comme ci, comme ça, et voilà, de l'intégrer dans une espèce de syntaxe d'événements. Donc pendant longtemps j'ai hésité, puis je me suis dit en fait de toute évidence tu peux pas le raconter. Alors après finalement il est re-raconté rétrospectivement. Et mais voilà, j'ai fait comme ça. Peut-être j'aurais pu faire autrement à un autre moment, mais disons que c'était une manière d'exprimer en fait cette saisie impossible de ce temps inhabituel. Voilà. Ouais, d'ailleurs, je me rends compte que pour l'un des 2 accouchements que j'ai écrit, je n'ai pas écouté Ursula Le Guin, puisque l'accouchement du premier enfant, c'est presque une épopée, quoi. Il y a vraiment c'est linéaire, et puis il y a du suspense, voilà, les résolutions est positive, mais ça a été dur d'échapper à ça pour le décrire. Tandis que le deuxième, c'est plus peut-être plus du côté de la farce, avec justement les médecins qui discutent de leurs vacances pendant la césarienne, etc. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est un moment pas hors du temps, mais un temps diffracté, peut-être, pour reprendre le thème de cette rencontre, qui est très difficile à écrire. Ouais. Alors, pour qu'on ait du temps pour les questions de la salle, je vais vous poser moi une dernière question avant qu'on prenne les vôtres. Mais est-ce que vous avez l'impression de l'une et l'autre que l'écriture de ces livres-là a changé quelque chose dans votre rapport à l'écriture et à ce que vous voulez faire en littérature ? Moi, je me suis dit que j'allais arrêter c'était la fin de mes récits de grossesse. Voilà. Je me suis dit... c'est surtout ça. Je me suis dit, voilà, j'ai fait quelque chose là, et puis je n'ai plus jamais envie de raconter quoi que ce soit qui soit. Voilà. C'est bizarre, hein. Enfin, mais peut-être c'est des expériences qui sont fortes. C'est un petit peu comme le jour où on décide que ce sera le dernier enfant qu'on a. J'en sais rien, et on se dit, voilà, j'en aurai plus. Et je pense que parfois on le décide pas. Je sais pas, ça dépend, mais on peut se dire, voilà, j'aurai pas d'autres enfants. Et j'ai écrit Vachette, et je me suis dit, j'ai fait ta grossesse, j'ai fait Vachette, et puis c'est terminé. Et voilà. C'est déjà pas mal. J'écrirai d'autres livres, mais j'écrirai... Voilà, c'est ça que je veux dire. Je comprends, ouais, totalement. Moi, j'ai l'impression que ce livre m'a vidé de ma substance. Ça fait... En fait, j'ai écrit quelques petits textes depuis, mais ça fait quand même à peu près 1 an que j'ai pas repris l'écriture. J'ai pas envie de forcer non plus, mais il y a eu vraiment quand même comme je disais tout à l'heure, un réel effort physique même dans l'écriture de ce texte dont j'essaie de me remettre. Et comme toi, Suzanne, moi je me suis vraiment dit je ne veux plus jamais écrire sur moi, c'est fini, je me frotte les mains à l'idée de retomber dans la fiction, en fait, parce que c'était... voilà, comme je le disais, c'était pas une évidence. C'est après, en fait, c'est une chose de l'écrire, et ensuite après il faut en parler, il faut
je ne sais pas, c'est lu par les proches, c'est lu par la maîtresse de CM1, par ma médecin généraliste. Il y a quand même un côté assez inconfortable dans l'intimité que ça représente. Donc voilà, je me réjouis de reprendre le chemin de la fiction. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors attendez, il y a un micro qui va circuler. Hop. L'exposition Christian Crowe. Voilà. Et pour le Miscarriage of Couscous, je suis danoise, et dans les langues scandinaves, on a seulement le mot de avortement. Pour la fausse couche ? Oui, c'est aborte. Alors on peut dire elle a avorté, et on dit ah mais c'était exprès ou on ne sait pas. Ah oui, ça crée toujours une discussion, quoi. Oui. Ah, intéressant. Merci. Moi, je vais rajouter un commentaire sur le vocabulaire. Effectivement, donc en polonais, c'est un mot très ancien qui veut dire perdre, mais qui s'utilise uniquement dans le cas de fausse couche et dans une autre acception qui est verser les larmes. Donc, c'est vraiment, quand on dit ce mot, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Et comment ça se dit ? Poronić. Okay. Ah, merci. Et au XVIIe siècle, on dit souvent elle est tombée. Ah ouais. Voilà. Elle est tombée. C'est pour la fausse couche particulièrement ? Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi tomber enceinte. Je ne sais pas si ça se disait à l'époque. C'est vraiment très, très elliptique, quoi. Ouais. Les commentaires linguistiques sont appelés à se poursuivre. Tout le monde veut y aller de ça. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'aurais une question pour Hélène Lorin. Vous ne nous avez pas parlé du volcan. C'est de ma faute, pardon, Hélène. Quel est le Tambora. Ouais. Quel est le lien, oui. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote l'événement de l'éruption du Tambora. Donc, c'était en 1815, comme vous l'aviez évoqué. Selon les experts, la pire éruption volcanique jamais enregistrée, ou la deuxième pire, enfin, en tout cas quelque chose de cataclysmique qui a causé de très nombreuses victimes directes autour du volcan en Indonésie, mais aussi qui a dégagé un nuage qui a vogué dans l'atmosphère pendant environ 3 ans et qui a vraiment changé le destin de la planète pendant 3 ans, alors de différentes manières en fonction des régions, mais qui a provoqué la destruction des récoltes en raison de fortes pluies qui n'étaient pas du tout de saison, donc des famines, donc des épidémies, des mouvements de population extrêmement importants. Donc, si je me souviens bien, 1/3 de la population suisse qui émigre aux États-Unis à ce moment-là. Voilà, un auteur italien me disait l'autre jour, mais c'est aussi grâce au Tambora qu'on a inventé la bicyclette, puisque les chevaux mouraient faute de nourriture. Donc, un ingénieur allemand a créé la bicyclette. Je ferme la parenthèse, c'est pas la question. Mais j'imagine que la question, c'était plutôt pourquoi ce livre s'appelle Tambora, puisque c'est un peu étonnant. Je pense que, en fait, Tambora représente la catastrophe globale par excellence dont on peut faire le parallèle avec ce qu'on vit actuellement, l'impression de vivre autant des catastrophes, de jongler entre les catastrophes, même si on est plutôt même sacrément privilégié. Mais voilà, catastrophe écologique, géopolitique, et j'en passe, et fasciste, etc. Et je pense que Tambora parle de l'articulation, du dialogue entre catastrophe globale et catastrophe intime, infime, voire invisible, qui est la fausse couche, et comment on navigue entre ces catastrophes-là et dans la lumière qui est entre tout ça. Et ce qui m'a intéressé aussi le plus, je pense, dans
dans l'épisode du Tambora, c'est que le livre Frankenstein de Mary Shelley a été écrit en 1816, donc 1 an après l'éruption, pendant l'année sans été, on l'appelait comme ça, en plein orage. Donc elle s'est recluse avec ses amis écrivains. Voilà, Shelley, son compagnon, Lord Byron, c'est ça, oui. Et on lançait un concours d'écriture de nouvelles fantastiques, et c'est là que la première mouture de Frankenstein a eu lieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Mary Shelley, c'est une femme qui a donné naissance à 4 enfants, qui en a perdu 3. Elle parle de Frankenstein comme sa créature, qui est un amas de chair cadavérique, dont elle fixe la naissance le jour de la mort de sa propre mère à elle, Mary Shelley, qui est morte en couche en lui donnant naissance. Donc en fait, tout ce faisceau-là d'interprétation, hein, moi c'est une interprétation qui m'intéresse de Frankenstein, parmi d'autres, m'a permis de m'interroger sur ok, c'est quoi d'écrire pendant la catastrophe sur la catastrophe intime, et ça pose la question de voilà, nous, notre rôle en tant qu'autrice, qu'auteur, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on écrit des dystopies, des utopies, un truc entre les deux, ou des uchronies, ou toute autre chose? Voilà, tout ça pour dire que ça a été choisi pour être le titre du livre. Bonjour, merci pour ces interventions. J'ai une question pour peut-être 2 questions très liées pour toutes les deux. Plus sur votre processus créatif un peu. Plus savoir, est-ce que vous avez écrit ces livres-là en étant enceinte ou même partiellement? Et chacune ce livre en étant enceinte ou même partiellement. Et si c'est pas le cas, pourquoi comment on est une femme enceinte autrice? Est-ce que vous avez réussi à écrire pendant votre grossesse? C'est quoi est-ce que ça a impacté votre écriture d'être enceinte pendant que vous l'étiez, disons? Merci beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment une question qui se pose quand même. J'imagine qu'on se le demande quand on lit le livre aussi, d'où ça vient ce récit, quoi, ce qu'il a été. Bon, moi, c'était pendant plusieurs grossesses. Voilà. Donc il y a eu un moment où j'étais pas enceinte. J'ai été enceinte, j'ai commencé à écrire au moment des nausées de ma première grossesse. Puis après, j'ai continué. Puis après, je suis retombée enceinte. Et donc, ce que je me demande, c'est si, quand je l'ai fini, j'étais encore enceinte ou pas. Parce que ce serait intéressant, puisque la fin, c'est vraiment sur le fait de vraiment plus du tout être enceinte. Donc, je sais pas... parce qu'il y a l'idée qu'on reste quand même un peu enceinte tant qu'on allait un enfant, quoi. Que c'est... Voilà, puis... Alors, et donc, je ne sais plus très bien. Je sais plus très bien, mais... ce que on oublie. Ouais, ça passe vite. Mais... Non, mais je voulais encore vous dire quelque chose à ce propos, mais je ne sais plus ce que c'est. Si, ce que je voulais juste dire, c'est que pour moi, je pense que ces récits, je trouve que ça montre bien quand même que Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour les hommes ou pour les femmes, je ne vais pas ouvrir cette vaste question, mais quand même, quand on écrit, ce que vit notre corps prend de la place dans ce qu'on écrit. Et donc, quand on est enceinte, on se retrouve un petit peu à court. Et donc, c'est aussi ça, je pense. Enfin, je sais pas, je pense que, en tout cas, pour moi, c'était... Il y a un moment donné, j'allais difficilement écrire sur autre chose que sur ça. Enfin, j'écris en continu. Et quand j'étais enceinte, je ne me voyais pas raconter autre chose. Pardon, je me permets juste une petite intervention sur la place du corps dans l'écriture. C'est Laurent Mauvigné qui m'a raconté ça pendant une interview. Il a eu on lui a découvert un cancer pendant qu'il écrivait La Maison Vide, qui a eu le prix Goncourt. Et il raconte que... d'abord que... tout ce les seuls moments où il était complètement concentré, c'était les moments où il écrivait, qu'il n'arrêtait pas de se faire engueuler par les infirmières parce que elle lui disait non mais fermez cet ordinateur. Il disait non mais je termine juste une phrase. Mais en fait une phrase chez Laurent Mauvigné c'est 4 pages, donc évidemment ça prenait un peu de temps. Mais surtout il dit que quand il a relu les pages qu'il avait écrites avant son diagnostic, il y a des pages sur un corps complètement décharné qui revient à la maison et dit quelque chose en moi savait ce qui se passait. Et ça a apparu sur la page. Et c'est cette fameuse phrase de Barthes, mon corps a d'autres idées que moi. Enfin bon, bref, pardon, fin de ma parenthèse. Puis, on dit souvent que les processus de la grossesse ressemblent beaucoup à ceux du cancer, par ailleurs. Voilà. On le dit souvent. Et en particulier, les médicaments qu'on prend contre les nausées, c'est pareil pour la chimio. C'est vrai.
Mais moi, j'étais absolument incapable d'écrire pendant mes grossesses. Et pourtant, Dieu sait que j'avais du temps, puisque j'étais arrêtée et même alitée pendant plusieurs mois. Et j'étais même incapable de regarder une série. Enfin, j'ai vraiment regardé le plafond pendant 3 mois. Je ne pouvais pas aligner 2 idées. Enfin, et d'ailleurs, j'en parle dans le livre. Donc, ça a été toujours une écriture a posteriori. Donc forcément, avec ce qui reste, ce dont je me souvenais. Donc c'est plutôt plus une écriture postpartum que grossesse. Merci. J'avais une question sur la mémoire. Est-ce que le fait de faire le récit de ces expériences vous donne l'impression d'avoir saisi juste une petite partie de ce que vous avez vécu ? Ou peut-être qu'à l'inverse, comme des fois on voit un film qui a été tiré d'un livre, les images du film se superposent à ce qu'on avait pu imaginer. Peut-être que le récit que vous avez fait se superpose au souvenir, enfin, ou prendra un peu la place du souvenir lui-même. Ou autre chose, enfin, ou aucune de ces 2 options. Mais... J'avais eu ça pour mon récit d'avortement, c'était bizarre, mais je me retrouvais dans des endroits fictionnels. Quand j'allais dans les rues que j'avais mis dans mon récit sur l'avortement, qui n'étaient pas des rues que j'avais fréquentées pendant mon avortement, je me mettais à enfin, c'était, voilà, j'ai eu ça, pas du tout pour Vachette, et c'est vrai que j'ai plutôt l'impression comment dire, autant quand je pense à mes souvenirs de grossesse, je suis attachée à ces souvenirs, autant quand je me suis séparée de mes livres. Enfin, je sais pas comment dire, ils existent, mais ce qu'il y a dedans, c'est vraiment plus ma vie, quoi. Voilà. Ouais, c'est une bonne question que je m'étais jamais posée. Je pense que oui, vraiment, ça se recouvre, ça s'entrecroise. Je crois que ce que j'ai écrit est un souvenir, alors que probablement c'est une recomposition de divers moments. Je pense notamment à ces instantanés là que j'évoquais, de souvenirs de ma fille. En réalité, c'est probablement un recomposé de diverses choses, où à un moment je parle d'une fille mais en fait c'était l'autre, voilà, et je trouve pas ça dérangeant, puisqu'il s'agissait plutôt de parler d'un enfant qui puisse parler à tous les parents, quoi. Il s'agissait pas de mes filles, en fait. J'ai pas d'autres exemples précis, mais je pense probablement que certaines choses que j'ai écrites qui ne se sont pas tout à fait passées comme ça, la mémoire s'est fixée sur l'écriture. Je pense notamment aux accouchements. Donc, ouais, très bonne question. J'approfondirai parce que ça m'intrigue. Ouais. Eh ben, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Raphaël et à Hélène et à Suzanne pour cette belle rencontre, et à vous tous d'être venus nous voir ce soir. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.